Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du Dimanche, JDD, e-radio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée et imedia.sn, votre site de référence. Nous recevons Moundiaye Cissé, il est le coordonnateur des organisations de la société civile pour les élections, président de l'ONG 3D, démocratie, droits humains et développement local, président de la coalition nationale des OSC pour le suivi budgétaire et représentant de la société civile au niveau de la commission politique du dialogue national. Moundiaye Cissé, bonjour. Bonjour Mamadou. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de venir sur ce plateau, parler des questions qui intéressent les Sénégalais, surtout en cette période assez difficile, complexe, tendue. Si notre émission peut contribuer à l'apaisement dans ce pays, ce serait une très bonne chose également. Tout à fait. Vous êtes un passionné des questions de gouvernance, qu'elles soient locales ou globales, décentralisation et aménagement du territoire, transparence et suivi budgétaire, lutte contre la corruption, processus électoral, entre autres sujets de préoccupation. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en décentralisation et aménagement du territoire et d'un diplôme d'État en travail social communautaire à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Après une dizaine d'expériences ou une dizaine d'années d'expérience à ENDA Tiers-Monde et au Forum Civil où vous avez coordonné plusieurs programmes en gouvernance. Vous êtes expert local, nous allons commencer par cela d'ailleurs, Moundiaye Cissé. De 47 listes à 8 en 2022, sans préjudice de ce qui va se passer après, puisque nous parlons des élections législatives, c'est une avancée ou c'est un recul? Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le groupe Immédiat. Avancée ou recul, cela dépend de ce changement. Tout le monde avait constaté que 47 listes, et c'était vraiment pas raisonnable pour un pays comme le Sénégal. 47 listes en 2017. En 2017. Et ça avait posé problème au point que nous avions à l'époque fait une simulation pour montrer qu'il n'était pas possible pour l'électeur de respecter la loi en prenant les 47 listes d'abord pour aller à l'isoloir et venir voter. Et cette simulation avait poussé les autorités à modifier le code, après avoir bien entendu saisi le Conseil constitutionnel. Et après, on a modifié le code pour dire que l'électeur n'est plus obligé de prendre les 47 listes, mais prend au moins 5 listes pour aller à l'isoloir, tellement ça allait prendre du temps et ça allait donc porter préjudice à beaucoup d'électeurs qui ne seraient peut-être pas en mesure de voter, tellement le temps pour voter pour un électeur serait assez long. C'est dire que donc c'était problématique. Et 47 listes avec, disons, le système de parrainage de candidats, parce qu'on pouvait, sur la base parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parrainage, il suffisait de déposer un caution pour être candidat quand on était parti politique. Et il y avait même des soupçons sur l'État, soupçons selon lesquels l'État aurait parrainé même les listes. Et donc, pour éviter tout cela, nous avons pensé que aujourd'hui, on ne peut pas soupçonner qui que ce soit d'avoir parrainé les listes dès lors qu'il n'y a eu que 15 listes déposées et 8 qui sont parvenus à passer cette recalée à cause du filtre du parrainage. Mais parrainage qui est contesté, il y a cette décision même de la Cour de justice de la CEDEAO. Ceux qui ont été recalés sont en train de dire que ce n'est pas démocratique. Non, à mon avis, ce n'est pas le parrainage. C'est pas le parrainage qui est contesté, c'est des dispositions du parrainage. Ce n'est pas le principe du parrainage qui est contesté. Parce que parfois, j'entends les gens dire que la CEDEAO a contesté, a sorti une décision pour dire non au parrainage. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Même en France, on a le parrainage. En Pologne, dans beaucoup de pays, on a le parrainage. C'est des dispositions, par exemple, les questions... La CEDEAO a parlé quand même de suppression. Oui, de suppression, parce qu'il y a des dispositions qui posent des problèmes en termes d'équité des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a essayé, nous, de faire des recommandations que le ministère a suivies. Parce que, je vous dis, concrètement, par exemple, sur les erreurs matérielles, on éliminait les candidats parce que, justement, ils ont écrit Mamadou Ibra Kane
En écrivant le CAN, ils ont omis de mettre E à la fin. C'est injuste, par exemple. Ensuite, suppression parce que aussi il y a les doublons internes. Les doublons internes qui n'est pas du ressort du candidat de pouvoir savoir que, par exemple, Mahmoud a déjà. Absolument. Et on a travaillé à ce que, par exemple, qu'il y ait un critère multi-recherche. Aujourd'hui, on ne supprime plus disons, un parrainage parce que justement il y a une erreur matérielle et parce qu'on a tiré des leçons. Nous, on était au Conseil constitutionnel et quand on est sorti du Conseil constitutionnel, on a tiré les leçons des faiblesses que nous avons constatées en tant qu'observateurs et vigiles qui avaient été invités. On était 7 avec les Majid Ndiaye, Babacar Gueye et autres. Nous avons été observateurs lors des élections présidentielles et avons vu toutes les failles du parrainage. Et quand le ministère de l'Intérieur nous a invités à partager notre expérience et à voir comment améliorer le système, nous sommes allés avec des propositions. On a dit oui pour le parrainage, mais à condition qu'on améliore. Premièrement, qu'on n'élimine plus personne parce qu'il a commis une erreur matérielle. Okay. Que vraiment les doublons ne soient pas un motif d'élimination de candidats. Et l'autre aspect est que la Sénat soit là au moment de la vérification, ce qui n'était pas le cas. Et tout ça, le ministère l'a pris en compte. L'autre aspect, c'est le principe, la rupture d'égalité de fait, du fait que le premier arrivé était le premier servi et on n'avait pas de critères qui assuraient l'égalité entre les candidats. Nous avons proposé le tirage au sort. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de bousculade. Pour dire que nous avons essayé de contribuer à ce que le système soit amélioré. Oui, toujours est-il qu'il y a 7 listes qui ont été écartées sur le parrainage, parce que vous en êtes encore au contrôle des parrainages. Oui. Et cette liste disent que c'est injuste. Vous leur répondez quoi? Que non, tout s'est passé normalement? En tout cas, nous n'avons pas vu de manipulation, nous n'avons pas vu de fraude. Parce que le fait que le mandataire soit présent au moment de la vérification, que la Sénat soit présente, que la société civile soit là comme observateur, ils sont des gages, à mon avis, de transparence pour cela. Et en quoi consiste votre rôle, votre présence? Notre présence consistait à superviser et observer comment le contrôle se faisait. Est-ce que, par exemple, le premier qui a déposé, ça devient le dépôt référentiel. On a vu que pour ceux qui ont déposé les premiers, il n'y avait pas de doublon. Ça veut dire doublon externe. Ça veut dire que c'est le document, la liste de référence. Donc, ça a été utilisé comme référentiel. Et maintenant, tous ceux qui ont été éliminés, ce n'est pas du fait de doublon. Parce que c'est autre motif. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les rejets pour doublon, ce n'est pas des rejets définitifs. Parce que c'est pas de la faute des candidats. Ouais. Quand quelqu'un amène des parrains et que donc, dans sa liste qu'il y ait des doublons, la loi lui donne 48 heures pour aller chercher à régulariser et compléter. Donc tous les rejets pour cause de doublons doivent faire l'objet de régularisation. Et vous avez vu tous ceux qui ont eu à être recalés comme Wallou Sénégal, comme la coalition des Papes du Pulfal, ils sont passés. Tous qui avaient des problèmes uniquement de doublons externes. Les autres ont été écartés pour autres motifs. Les autres motifs, c'est quoi? Oui, c'est ça, j'en viens. Les autres motifs sont connus de tout le monde parce que on a fait, le ministère nous a invités, nous, société civile, il a invité également les mandataires pour leur dire comment ça se passe. Autre motif, et c'était valable pour le Conseil constitutionnel. Autre motif, c'est quoi? C'est quand tu mets un parrain qui n'est pas dans le fichier électoral, qui n'est pas donc électeur. Autre motif, c'est quand tu mets un parrain sans mettre sa taille, la taille de l'électeur. Parce que cette année, la taille de l'électeur est le discriminant. C'est quoi un discriminant? Le discriminant, c'est ce qui figure sur la carte d'électeur qui n'est pas dans le fichier électoral. Si on ne mettait pas de discriminant,
n'importe qui prend le fichier, parce que dans le fichier, on met nom, prénom et numéro de carte seulement. Mais n'importe qui peut prendre le fichier et recopier ce qu'il y a dans le fichier. Alors, l'idée de mettre un discriminant, c'est pour amener le candidat à être en contact avec le parrain. Parce qu'on ne peut pas avoir le discriminant d'un parrain sans pour avoir été en contact avec lui ou sans pour autant, du moins, avoir sa pièce d'identité ou sa carte d'électeur. Alors, quand tu mets Mamadou Ibra Kane sans mettre la taille, parce qu'il y a une rubrique où tu mets la taille de Mamadou Ibra Kane, parce que quand vous prenez la carte d'identité, il y a la taille. Quoi. Vous mesurez 1 mètre ceci ou 1 mètre cela. Voilà, c'est ça qu'on appelle les autres motifs. Soit tu mets un électeur qui n'est pas, un parrain qui n'est pas électeur, ou tu n'as pas pu, par exemple, respecter ce que prévoit la loi et avoir au moins 1000 parrains au niveau de cette... Est-ce que ces listes écartées... Et nous avons, je voudrais revenir là-dessus, nous avons fait même une conférence de presse, on a fait les démarches pour que tous ces candidats-là soient repêchés. Repêchés. Ah oui. Et parce que, tous les 7. Oui, on est en train même de continuer à faire cela. Parce que au sortir du contrôle, nous avons dit au ministère, écoutez, l'objectif du parrainage, c'était d'avoir un nombre raisonnable de candidats. 15 candidats, c'est raisonnable. 15 listes, donc c'est raisonnable. On a fait le plaidoyer pour qu'on assouplisse le contrôle pour les recaler pour cause de doublons. Et vous avez vu, ils sont tous passés, les 3. Maintenant, on a continué à se battre aussi pour que les 7 recalés qui ont des parrains et qui, pour des erreurs mineures, par exemple pour le discriminant qu'ils ont mal écrit, par exemple, parce qu'on peut, à la place de mettre 1,80 pour la taille, on met, à la place de mettre 180 pour la taille, on met 1,80, des choses comme ça, des erreurs mineures. Nous avons fait le plaidoyer pour que ces 7-là soient repêchés. Ils peuvent garder espoir. On est là-dessus. Et ils ont aussi des voies de recours au-delà de... Oui, ils ont des voies de recours après la publication. Très bien. Parce que c'est le 31 mai que la publication sera faite. Après publication, ils ont 48 heures à 72 heures pour faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a aussi 3 jours pour réagir à cela. Donc, le recours ne pourra être effectif qu'après le 31 mai, date de publication des listes. Mais parrainage, aujourd'hui il y a tout un débat entre Benno Bokk Yakaar et la coalition Yewwi Askan Wi qui accuse la coalition majoritaire d'avoir présenté un surplus de parrains, plus de 55 000, là où on dit que le maximum est plus de 54 000, le minimum 34 000 et poussières. Pour Yao, c'est un motif d'invalidation de la liste présentée par Benno Bokk Yakaar. Vous avez pris connaissance? Oui, en fait, avant, vous voyez, comme je vous ai dit, nous, on a rencontré le ministère. C'était pour partager notre expérience que nous avons eue lors de notre présence au niveau du Conseil constitutionnel. Il y avait le cas Malick Gakou, justement. Là, on parle de jurisprudence. Malick oui, Gakou, mais c'est... Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel n'avait pas rejeté le surplus de parrains, avait procédé à la vérification. Mais c'est quand le président Malick Gakou a essayé de régulariser ces doublons qu'il y a eu problème, qu'il n'a pas pu atteindre le nombre requis. Et la requête de Malick Gakou, c'était pas sur le surplus ou pas, c'était le nombre de fois qu'il pouvait régulariser ce doublon. Et la loi n'était pas claire là-dessus. Parce qu'il est allé chercher des parrains pour régularisation, il a amené, on a lancé la machine, il manquait encore quelques juste parrains pour qu'il soit, son parrainage soit validé. C'était pas pour motif de surplus? Non, pour le motif de surplus, on ne l'avait pas rejeté. Mais c'était pour un motif de moins de parrains qu'il... C'était ça, en fait. Parce que requis. Ouais, son recours, lui, Malick Gakou, c'était de dire, c'est pas, je dois avoir la possibilité, une deuxième fois,
d'amener des parrains pour régularisation. Oui, c'était ça. Oui, parce que quand il a amené, il voulait encore amener des parrains pour régularisation. Et le Conseil a dit non. Et que, donc, vous voyez un peu, nous, quand on dit est... non sur quelle base? Non, parce que... Il y avait un vide juridique. Non, en fait, non, parce que vous n'avez pas le droit d'une deuxième régularisation. Et c'est prévu par les textes? Non, les textes prévoient une régularisation. Régularisation. Et donc, sur ce plan, c'était laissé à l'appréciation. Non, il y a eu régularisation. Oui. C'est-à-dire qu'on lui a donné... Non, c'est le nombre de fois. Le nombre de fois, voilà, c'était pas clair. Puisqu'il n'y a pas de texte précis, le Conseil constitutionnel a pris sa décision. Très bien. Alors, donc ça, c'est vraiment le recours de Malick Gakou. Mais Yao quand même dit qu'il y a la jurisprudence. Oui, j'en viens. Oui. Vous savez, moi, ce que je trouve, c'est que Yao aurait dû attaquer l'arrêté ministériel sorti le 27 avril dernier. Parce que qu'est-ce que prévoit la loi? La loi prévoit que parce que la loi dégage juste la base et le principe. Mais il y a, tu sais, il y a la loi, il y a la Constitution, il y a les lois organiques, il y a les arrêtés, les règlements. Les décrets. Les décrets. Tout ce qui est décret, arrêté, c'est les règlements. Oui. En général, les lois sont accompagnées, disons, de dispositifs, de dispositions réglementaires. C'est ça. Alors, la loi n'avait pas dit au Conseil constitutionnel comment vous allez vérifier le parrainage. La loi dit que le Conseil constitutionnel est chargé de définir les modalités de vérification et de contrôle du parrainage. La veille de la vérification, le Conseil avait sorti une décision pour dire comment il va procéder à la vérification et contrôle du parrainage. C'était laissé à son appréciation. Dans le code électoral également, il est dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui définit comment procéder les modalités de vérification et le contrôle du parrainage. N'est-ce pas? Alors, donc, c'est la loi qui donne les prérogatives au ministère de l'Intérieur de définir les modalités et les vérifications du parrainage. La preuve, ce n'est pas le même logiciel que le Conseil a utilisé. C'est donc 3 niveaux d'élection. Quand il s'agit d'élections locales, c'est les préfets qui sont en charge de la gestion des candidatures. Quand c'est les élections législatives, c'est le ministère de l'Intérieur qui a en charge la vérification et la validation des candidatures. Quand c'est l'élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel. Je crois que les tâches et rôles sont bien définis. Maintenant, j'en viens. Maintenant, l'arrêté du 26 avril, en son article 6, dit que quand un candidat dépose un surplus, ce surplus-là n'est pas considéré. Je vous lis exactement ce que dit l'article. Et ça, vous pouvez toujours y aller si vous le retrouvez. Le surplus n'est plus nul et non avenu. Et non avenu. Oui. Alors, donc, je pense que c'est, quand on n'est pas d'accord, par exemple, ce que dit l'article 6, c'est il s'agit de contrôler pour le ministère le nombre global de parrains recueillis, de confronter aux dispositions de l'arrêté qui fixe le minimum et le maximum de parrains requis. C'est un arrêté qui fixe le minimum et le maximum de parrains requis. C'est un arrêté qui le fixe. Oui. Avant même cet arrêté-là, il fixe. Qui a été publié, oui, que nous avons reçu. Oui, c'est un arrêté. Oui. Alors, ensuite, le surplus de parrains est considéré comme nul et non avenu et n'est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages. Tu sais, moi je pense que... Autrement dit. C'est ce qu'il dit là. Ça veut dire que, là, c'est du français. Il dit le surplus de parrain n'est pas... Yao dit que c'est un motif d'invalidation de la liste de Benno. Oui, c'est pourquoi je dis, ce que je conseille à Yao, c'est de faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel s'il estime qu'il y a une violation de la loi. Parce que aussi, il y a des moyens de recours. Moi, je ne serai pas là pour défendre qui que ce soit. Je reste sur les principes. Je reviens juste sur ce que disent les textes. Mais je dis encore une fois que c'est la loi qui dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui définit les modalités et le contrôle du parrainage. Et le ministère sort un arrêté le 27 avril, avant de démarrer la vérification, et rend public cet arrêté pour dire, parce que le cas de Malick Gakou a dû certainement être pris en compte. Et nous, même quand on a rencontré le ministère quand il présentait le dossier, on leur a posé la question. Comment faire pour éviter le cas Malick Gakou? Parce que toutes les
tous les problèmes que nous avons constatés lors de la vérification par le Conseil constitutionnel en 2019, nous l'avions mis sur la table. Alors, eh bien, quand on a posé la question, on nous a dit que le surplus ne serait pas considéré et donc serait considéré comme nul et non-avenu. La machine ne prend en compte que le nombre du point de vue de cet et donc, arrêté, le surplus n'est pas un motif pour... C'est pas à moi de dire ça. Moi, j'ai lu ce que dit le texte. Mais d'accord. Maintenant, on est aussi des êtres doués de raison. On essaie de comprendre pour que l'opinion comprenne. Oui, ça veut dire que... Du point de vue du texte tel qu'il est libellé, le surplus ne peut plus être considéré comme un motif d'invalidation d'une candidature ou d'une liste de candidatures. C'est ça que dit l'article. C'est l'interprétation qui peut être faite. Oui, c'est l'article 6. Même si maintenant, le meilleur interprète, c'est le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi moi, je veux dire, ce n'est pas moi qui vais interpréter le texte. Je dis, parce que nous, on était là-bas. Donc, on doit aussi dire ce qui se passe, parce que sinon, on serait complice de l'un ou de l'autre. Mais le texte, l'article 6 dit, le surplus de parrain est considéré comme nul et non avenu et n'est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages. Il fallait attaquer, si on n'est pas d'accord, à mon avis, cet arrêté. Attaquer cet arrêté. Mais c'est ce que dit l'arrêté et je le dis en toute objectivité. Maintenant, ce que Yewwi a, comme en considérant que le Conseil a une jurisprudence, après la publication, on a dit que chaque liste peut saisir le Conseil constitutionnel. Si Yewwi, par exemple, estime qu'il y a violation de la loi, les voies de recours sont là, Yewwi peut saisir le Conseil constitutionnel et pourrait avoir gain de cause. Probablement, le Conseil constitutionnel va donc arbitrer si Yewwi prend la décision d'introduire un recours. Voilà. Oui, avançons un peu, Mouniaï. Quittons la liste de Benno pour parler de la liste justement de Yewwi à Dakar. Y a-t-il un réel risque d'invalidation de cette liste et pour quel motif? Parce qu'au moment, on a dit désistement. Après, on a parlé également de parité. Moi, d'abord, je voudrais regretter ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est que tous ceux qui candidatent et qui ont vraiment une certaine légitimité puissent participer à ces élections. Et Barthélémy Diaz, quoi qu'on dise, a fait du chemin. Et je pense qu'il mérite de participer à ces élections. Ça, c'est ma conviction forte. Parce que c'est le maire de Dakar. Et c'est lui qui est tête de liste départementale de Yewwi. Et je pense qu'après avoir été élu maire, il avait beaucoup de chances de passer comme député. Parce qu'entre le mois de janvier à maintenant, les législatives du 31 juillet. Oui, quand même. Hein, je ne pense pas qu'il pouvait y avoir de changement d'orientation du vote des électeurs. Et donc, il avait beaucoup de chance. Et donc, vraiment, on pouvait se passer de tout cette confusion autour de cette liste. Mais bon, bref, peut-être que c'est ça également. Mais ce que je peux dire... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? La liste, elle est rejetée? Non, la liste, on ne peut pas dire qu'elle est rejetée ou n'est pas encore rejetée parce que personne n'a encore accès à cette liste. Parce que qu'est-ce qui se passe? La loi prévoit le contrôle des parrainages d'abord. D'abord, vous en êtes à cette étape. On a compris. Personne. Oui. Alors donc, c'est lundi que tout sera clair. Le contrôle juridique va démarrer. Mais on saura qui a tort, qui a raison, qui a menti, qui n'a pas menti. Parce que ce qui se passe, si Yewwi a effectivement déposé cette liste, c'est facile à vérifier. Oui. Parce que la liste est là-bas. Les listes sont sous scellé. Oui. Mais il y a et la Sénat a copie de ça. Vous savez, quand les gens viennent déposer, ils photocopient, ils font une copie pour la Sénat, une copie pour eux-mêmes. Et qui a déposé pour Yewwi? Mais c'est le mandataire. C'est Déthié Fall. Déthié Fall qui a dit, la liste dont on parle, moi je ne l'ai pas déposée. C'est lui qui l'a déposée ou est-ce que ce serait un Saliou Sarr puisque il y a des informations qui circulent à ce niveau aussi? En fait, c'est Déthié Fall qui dépose. C'est Déthié Fall. Mais vous n'avez pas reçu une liste déposée par quelqu'un d'autre? Mais il peut être accompagné par d'autres. Oui. Mais l'interlocuteur... Saliou Sarr. Oui, Saliou Sarr, Adjuma Sow, il y avait également, il y avait Diomaye,
et autres. Diomaye aussi de Pastef. Oui. Bassirou Diomaye. Oui, il y avait. Si c'est de lui que vous parlez. Oui. D'accord. Mais l'interlocuteur de la commission, c'est Déthié Fall. Et c'est Déthié qui a déposé. Mais c'est Déthié qui a déposé. Maintenant. Est-ce qu'il peut y avoir substitution? Mais c'est impossible qu'il y ait substitution. C'est pourquoi moi je dis, si Déthié a déposé une liste contraire à ce qu'il dit ne pas être déposé, n'avoir pas déposé, il sort la liste qu'il a déposée. Cette version, est-ce qu'elle est tenable selon vous? En tout cas, moi, ce que je peux dire, oui. Lundi, c'est pas loin, demain. Au plus tard, lundi, mardi, on va sortir les enveloppes qui sont sous scellé. Oui. Parce que ce qui est sorti au niveau des réseaux sociaux. Oui, c'est exactement ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour moi, oui. Même le ministère de l'Intérieur ne peut pas dire c'est pas cette liste ou c'est une autre liste. Mais lundi, on en saura quelque chose. Pourquoi lundi, oui. On va sortir les enveloppes, oui. On va sortir ce qui est dans les enveloppes pour voir les listes. On va confronter la liste qui est là-bas avec celle dont dispose la Sénat. Il ne peut pas y avoir de confusion. Parce que la loi a prévu que pour toutes les opérations électorales, que la Sénat soit présente et supervise. Très bien. Et il y a une copie détenue par la Sénat. Et Déthié Fall en personne, pour moi, aurait dû brandir la liste qu'il a déposée. Ce serait plus simple. Pourquoi on devrait cacher aux gens, alors qu'on a sorti la liste nationale, il n'y a pas eu de contestation? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un mystère autour de la liste déposée à Dakar? Très bien. Pour moi, la logique devrait, pour Déthié Fall, de dire c'est pas celle-là que j'ai déposée, voilà ce que j'ai déposé. Ce serait clair. Et parce qu'il y a même au sein de Yewwi des suspicions, il y a des attaques. Ça, on l'a noté. Mais il faut, pour mettre tout le monde à l'aise, je pense qu'il aurait dû dire voilà la liste que j'ai déposée. Comme ça permet que nous, une fois là-bas, et que la Sénat puisse confronter par rapport à ce qui est là-bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour moi, si les avérés que c'est la liste là qui est déposée, s'il y a une autre liste, pourquoi demander qu'il y ait des désistements? Pourquoi faire désister des personnes qui ne sont pas sur une liste? C'est ça également qui me semble incohérent. Par exemple, quand tu dis c'est pas cette liste que j'ai déposée, parce que les 3 derniers, c'est les hommes dont parle Sam, n'est-ce pas? Le maire du point E. Oui. Et tu dis, il est d'accord pour désister. Pourquoi il désiste alors qu'il n'est pas sur la liste? C'est ça également qui sème le doute. Parce qu'on ne peut pas faire désister une personne qui n'est pas sur une liste, alors que, tu vois, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Tout à fait. Les choses seront claires. Les choses seront claires lundi, entre lundi, mardi et mercredi. On saura qui a déposé quoi, et l'opinion jugera. Très bien. Alors, mais en tout cas, moi, je ne souhaite pas que ce soit cette liste-là, parce que vraiment, j'aurais aimé que tout le monde participe à ces élections. Et je pense que Barthélémy Diaz mérite de participer à ces élections pour beaucoup de raisons. D'accord. Et pour terminer sur cette affaire, je salue la position de Sonko sur cette affaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Je crois que c'est ça qui est sage. Aujourd'hui, il y a ce malentendu. Aujourd'hui, demain, s'il est avéré que c'est effectivement ce qui a été déposé, comment les Sénégalais verront Déthié Fall? Qu'il y a une velléité de manipulation. Et c'est pourquoi moi je dis que... Tout comme Khalifa Sall aussi, même attaqué, on ne l'a pas encore entendu. C'est comme ça. C'est ça la sagesse. Et de laisser les juridictions, de laisser les autorités nous édifier sur la question. Ok, permettez-nous d'avancer. Alors, si on passe maintenant à l'étape du contrôle juridique, justement, parité, désistement et tutti quanti, quel peut être le motif de l'irrecevabilité d'une liste? Parce qu'il n'y a pas la parité ou parce qu'il y a un désistement? C'est l'article 149. Oui, non, c'est pas ça. Le désistement, vous dites qu'il y a un vide juridique? Non, je n'ai pas dit qu'il y a un vide. Non. Bon, allez-y. La loi est claire. Allez-y. Une liste est déclarée irrecevable si elle ne respecte pas la parité, si elle est complète, s'il n'y a pas... elle est incomplète. Par exemple, vous devez investir 53 personnes sur la liste majoritaire, vous investir 50 personnes, elle est incomplète. Elle est déclarée irrecevable. Si elle ne respecte pas la parité, si il n'y a pas la quittance, donc pour la caution, etc. Si le nombre de parrains n'est pas... Voilà. Alors, c'est ça les motifs d'irrecevabilité, entre autres. On ne parle pas de désistement? Non. On parle de remplacement. C'est différent.
Tu sais pourquoi désistement serait dangereux dans le processus électoral pour les listes? Ce serait catastrophique et chaotique. Et c'est pourquoi le législateur ne parle pas de désistement. Regardez, aujourd'hui, même au niveau de Yewwi, il y a 10 leaders qui sont mécontents. Imaginez que ces leaders désistent. Ça créerait un problème à Yewwi. S'ils désistent pour dire je démissionne, ça rend leur liste incomplète. On a entendu des gens dire qu'ils démissionnent justement. Ça, on l'a entendu. C'est pourquoi on ne prévoit pas la démission. Parce que si on prévoit la démission, toute personne investie sur une liste qui n'est pas satisfaite peut démissionner. D'accord. Et donc, peut attendre jusqu'à la veille de clôture pour démissionner. C'est ça. Même si elle démissionne, ce n'est pas un motif même si elle démissionne, d'annulation de la liste. On n'annule pas la liste. Très bien. C'est pour protéger, au contraire, les candidats. C'est pour protéger les listes. D'accord. Parce que quand on s'engage, il y a une déclaration personnelle de candidat. D'accord. Autrement dit, on va récapituler. Les candidats font une déclaration personnelle pour dire que je suis candidat. Autrement donc, dit, quand la personne démissionne, on ne prend pas ça compte pour éviter le chaos de ça. Mais on peut acheter des personnes s'il y avait possible de démissionner. On investit des personnes à la veille de la clôture des investitures, on achète des gens. C'est pourquoi la loi ne parle pas de désistement. D'accord, on est à 30 minutes quand même déjà de l'émission. Je veux qu'on synthétise. Pour désistement, on ne peut pas déclarer une liste irrecevable pour désistement. Non, parce qu'il n'y a pas de désistement prévu. Ce qui est prévu, c'est remplacement. Et le remplacement est prévu dans 3 cas. Oui. Le premier cas, c'est traité au niveau de l'article 179 du Code, qui dit que quand l'investi, c'est-à-dire le candidat investi, est frappé d'inéligibilité. Un candidat est inéligible quand il est magistrat, par exemple. On ne peut pas investir un magistrat. On ne peut pas investir une personne qui fait l'objet d'une condamnation. On ne peut pas investir une personne qui n'est pas électeur, qui n'a pas l'âge de la majorité. Dans les cas comme ça, l'autorité saisit le mandataire, qui est son interlocuteur, pour l'informer. Et à charge pour le mandataire de remplacer ces personnes. Deuxième cas, c'est quand les pièces déposées sont périmées. Par exemple, quand vous déposez la pièce de Mamoudou Ibra Kane, que ce soit son casier judiciaire qui est périmé ou son extrait de naissance qui est périmé, on vous informe pour changer les pièces périmées. À défaut de pouvoir les changer, vous avez la possibilité de remplacer ces personnes. Le troisième cas de remplacement prévu, c'est quand la personne est décédée. Ça, c'est l'article LO 185 qui prévoit que, en cas de décès avant le scrutin, eh bien, le mandataire peut saisir l'autorité pour son remplacement. C'est les seuls cas où on parle de remplacement. C'est ça que prévoit la loi. Impossible de remplacer. Maintenant, irrecevable ou recevable, le reste, c'est à l'autorité d'en juger. C'est-à-dire la commission qui doit... Ce n'est pas à Moundiaï de dire que ça va être irrecevable ou pas, ou ça va. Mais c'est le ministère qui le dit, après avoir constaté ça. Aussi bien pour Yewwi. Et dans ce cas, que ce soit Yewwi, que ce soit Benno, ils ont des voies de recours. Ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour faire un recours et contester la décision du ministère. Alors, Pape George Sarr qui vous pose une question. À quoi vous inspire une élection législative sans la liste du camp présidentiel frappée d'invalidité pour dépassement du nombre maximal de parrains requis? On en parlait tout à l'heure, mais c'est quand même sa question. Mais ça, la loi, c'est la loi. Ce n'est pas le camp présidentiel ou le camp de l'opposition. Toute liste pour compétir doit respecter la loi, même si c'est le camp présidentiel. En élection, tous les candidats sont d'égale dignité, que ce soit le camp de l'opposition comme celui du pouvoir présidentiel. S'il est avéré que le camp présidentiel n'a pas respecté la loi, on doit invalider sa candidature. Autre cas pratique, Amsatou Sow Sidibé versus Pape Djibril Fall. La première accuse le second de vol de signature et la personne accusée, Pape Djibril Fall, a démenti. Est-ce que vous avez été saisi de ce cas ou non, ça ne vous regarde pas? Non, c'est des problèmes internes. Parce qu'ils ont voulu faire une alliance, ça n'a pas marché. C'est des problèmes internes qui nous dépassent, nous. C'est vraiment des problèmes internes entre
les deux candidats qui voulaient aller ensemble, qui n'ont pas pu réussir à le faire et qui s'accusent mutuellement. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Je reste vraiment neutre par rapport à ça. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du dimanche. Moundiaye Cissé en est l'invité. Il est le président de l'ONG 3D, coordonnateur des organisations de la société civile pour les élections. Parlons des inéligibilités. L'inéligibilité de Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar, celle de Karim Wade, ancien ministre, qui est même au Qatar depuis des années, après sa condamnation suivie d'une grâce présidentielle, condamné par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La société civile a-t-elle posé ce point de l'inéligibilité de ces deux acteurs politiques sur la table et quelle est la réponse qui vous aurait été donnée? C'est un problème que nous avons toujours posé, aussi bien au niveau du dialogue et même face au président Macky Sall. Au niveau du dialogue, nous sommes ceux qui avons toujours demandé la modification des articles L30 et L31. Vous vous souvenez de ça? Parce que c'est ces articles-là qui ont créé toute cette confusion-là et qui consacrent la déchéance électorale, la déchéance de leurs droits civiques et politiques. Et c'est une déchéance atemporelle, ce qui n'est pas normal. Alors, et donc nous l'avons posé et avons donné des solutions. On a dit, à défaut même de l'amnistie que contestent les partisans de Karim, on peut passer par la modification de ces articles-là. Il suffisait seulement de mettre en articulation ces articles avec le code pénal et le code de procédure pénale pour dépasser ce problème-là. Parce que qu'est-ce que prévoit le code pénal et le code de procédure pénale? Il prévoit que le juge se prononce sur la perte ou non de ses droits, un jugement complémentaire qui permet de dire de façon claire s'il perd ou ne perd pas ses droits. Ce qui n'a pas été le cas pour Khalifa ni pour Karim. Vous vous souvenez, le ministre de la Justice d'alors, Maître Sidi Kaba, était sorti après le procès de Karim pour dire non, il ne perd pas ses droits. Parce qu'il avait fait juste une lecture du code pénal et du code de procédure pénale qui prévoit que donc, une peine complémentaire, je voulais parler d'une peine complémentaire stipulant de façon claire qu'ils perdaient leurs droits devait être prononcée. Et que le greffe la notifie à l'autorité en charge des élections, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, c'est pourquoi Sidiki Kaba, alors ministre de la Justice, disait qu'ils ne perdaient pas leurs droits. Mais c'est non sans prendre en compte le code électoral en ses articles L30 et L30, devenus L29 et L30, après la modification du code. Ça, vraiment, c'est un combat que nous avons porté parce que nous pensons que c'est injuste de priver Karim et Khalifa de leur droit de participer aux élections. Mieux, nous avons rencontré 3 fois le président de la République, Majid Ndiaye, Babacar Gueye, moi-même et 2 autres membres de la société civile pour poser sur la table. Parfois, le président s'énervait quand on lui disait « Monsieur le Président, il faut régler les cas Karim ». La dernière fois, quand même, il était plus ouvert sur la question. C'est quand on l'a vu il y a, je crois, 4 mois. C'est juste avant les élections locales. Oui. Et il disait, bon, passons d'abord les élections locales, et puis on verra, mais moi je suis favorable à ça. Oui, il a même fait une déclaration publique. Oui. Il nous a dit cela pour en vous disant dire qu'il était sur le principe favorable, il restait à trouver la formule. Parce que ce n'est pas aussi facile. Oui. Parce que par exemple, si tu passes par l'amnistie, les gens du PDS n'en veulent pas. Parce que c'est comme si ça a confirmé que Karim a fait ce qu'on lui reproche. Détournement de deniers publics. Détournement, etc. Donc c'est compliqué peut-être. Mais nous continuerons de se battre. Nous continuerons de nous battre pour que Karim et Khalifa, avant la présidentielle, puissent recouvrer leurs droits. Et nous avons espoir parce que toutes les fois, en tout cas les dernières fois, peut-être au début il était un peu sur la défensive quand on l'a rencontré. Il a même eu à faire, disons, des réactions musclées à notre endroit.
quand les premières fois on a posé les cas de Karim, Khalifa sur la table. Mais les dernières fois qu'on l'a vu sur ces questions, il semble être favorable. Peut-être qu'il cherche les voies et moyens d'y arriver. Mais toujours est-il que ces deux personnalités politiques ne peuvent pas se présenter aux législatives du 31 juillet. Pour le moment. Et c'est pourquoi Yewwi n'a pas pris le risque d'investir Khalifa. C'est normal selon vous? Mais pourquoi investir quelqu'un en sachant d'avance qu'il n'a pas de chance de passer? Ce serait un gâchis pour Yewwi. C'est le cas de Karim. C'est comme le cas de Karim. Vous savez, en 2019, Karim avait déposé sa candidature et avait même passé le gap du parrainage. Vous savez, ma conviction est que les grandes partis, les grandes coalitions n'ont pas de problème avec le parrainage. Aucune coalition sérieuse n'a été recalée pour le parrainage. Aucune. Regarde, pour les 8 là. Il n'y a que le cas de Bougane qui m'a posé problème, moi. Et le cas de Ferel Barro avec son groupe. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi d'appareil. Mais pour moi, rares sont les coalitions organisées qui sont recalées pour le parrainage. Yewwi n'a jamais eu de problème pour avoir le parrainage, que ce soit pour la présidentielle et pour les législatives. Benno Bokk Yakaar non plus. Wallu est passé facilement. Donc, je pense que le problème, c'est moins le parrainage que l'organisation et la méthode dont doivent faire preuve les partis politiques. Parce que quand même, le parrainage, sans le parrainage, on aurait combien de listes? Combien ça nous coûterait? Et ça créerait une confusion énorme. Problème de lisibilité du jeu politique. Mais là, le jeu va être clair. Alors, Mouniaï Cissé, puisqu'on parle de la question électorale, les mandats. Vous êtes également membre de l'autorité de régulation des marchés publics. Vous connaissez donc les procédures de passation des marchés. Est-ce que la lourdeur de nos procédures, comme on le dénonce souvent, le président Macky Sall en a parlé récemment, est-ce que ça peut être un sujet pour évoquer la question de la durée des mandats, durée longue ou courte, ou la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels? Que vous inspire tel débat? Quelle réflexion cela vous inspire? Je pense que quand on fait 10 ans, on doit pouvoir faire ce qu'on a à faire et laisser à d'autres prendre le relais. Aux États-Unis, c'est 8 ans maximum, c'est 4 ans, 4 ans. Oui. Ici, 4 fois 2. Et un président qui veut faire des réalisations, s'il ne parvient pas à le faire en 10 ans, je crois qu'il n'a plus sa place là-bas. Quand vous prenez également le cas de président Macky Sall, il va faire 12 ans au lieu de 10. Oui, 7 plus 5. Oui, Wade a fait 12 ans, il est parti. Moi, je pense que même si on fait des réalisations, on ne doit pas se dire, bon, j'ai fait des réalisations, j'ai fait un bon bilan, je dois continuer. Même le prophète, à un moment donné, il a fini sa mission, il a laissé d'autres étendre son travail. Donc, vous êtes un partisan de la limitation du nombre de mandats. Et par rapport à la présidentielle de 2024, quel est votre sentiment? Non, moi je suis pour la limitation des mandats. Parce que c'est un combat et le peuple est souverain. Le peuple s'est prononcé là-dessus. Wade a fait un référendum sur la question, le peuple a dit oui pour la limitation des mandats. Le président Macky Sall même aussi a fait un référendum sur la question, le peuple a dit oui pour la limitation des mandats. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. Et le peuple reste souverain. C'est le peuple qui a dit oui à la limitation du mandat. On ne peut pas faire autrement. Jury du dimanche, Mouniaï Cissé, président de l'ONG 3D. Parlons de développement local. La gestion des collectivités territoriales, c'est vrai, on parle beaucoup d'élections, mais parlons quand même de la gestion. Il y a eu des élections locales le 23 janvier, de nouvelles équipes municipales ont été mises en place. Aujourd'hui, on en est aux 100 premiers jours. Est-ce que vous sentez les choses bouger? Vous savez, ma conviction est que les collectivités territoriales doivent avoir des rapports de collaboration responsables avec l'État. Il n'y a que Dakar et quelques autres villes qui ont des budgets pouvant porter le développement. Toutes les autres collectivités territoriales font l'objet de perfusion par l'État pour pouvoir même assurer leur fonctionnement. Elles n'ont pas de ressources. Elles n'ont pas de ressources.
Mais les départements non plus, ils n'ont pas même de fiscalité propre, on n'a pas de ressources propres, elles fonctionnent sur la base de dotation. Donc, soit l'État renforce les fonds de dotation, c'est-à-dire au-delà des fonds de dotation, renforce les transferts vers les collectivités territoriales pour leur donner assez plus de moyens pour faire face aux compétences qu'il leur a transférées, parce que c'est l'État qui leur a transféré les compétences. Soit on va vers une réforme encore plus audacieuse qui permet de rationaliser le nombre de collectivités territoriales et aller vers des blocs. Plus de 500 communes, vous pensez que ce n'est pas viable? Pour moi, il y a des collectivités qui ne sont pas viables. Pour moi, 43 communes à Dakar, c'est trop. Il y a des collectivités territoriales qui ne sont pas viables. Alors que l'acte 3 cherchait à, justement, corriger non seulement les incohérences territoriales, mais à rendre viables les collectivités territoriales. Mais une collectivité territoriale qui ne parvient même pas à assurer son fonctionnement, elle sert à quoi? Autant encourager le regroupement de certaines collectivités territoriales pour que ce soit des collectivités fortes, capables de porter le développement tel que annoncé dans l'acte 3 de la décentralisation. L'autre remarque que nous faisons, et je dis, c'est pourquoi l'intelligence pour les collectivités territoriales, c'est d'avoir des rapports de collaboration. Oui, j'allais poser cette question. La remarque que nous avons faite, c'est qu'il y a des rapports heurtés entre le pouvoir central et la plupart des collectivités territoriales. Quelle explication vous en donnez et qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Vous voyez que là où il y a des rapports heurtés, c'est surtout les collectivités territoriales qui ont des moyens. Ouais, comme Dakar. Comme Dakar, parce qu'il y a des enjeux financiers. Dakar a les moyens de pouvoir utiliser son budget politiquement aussi. Parce que dans les budgets des collectivités territoriales, on peut faire des secours, on peut faire des participations diverses, on peut utiliser son budget pour entretenir une clientèle politique. Et en général, l'État est regardant sur la question. Mais je pense qu'il est de l'intérêt du citoyen que les rapports entre les exécutifs locaux, c'est-à-dire les maires, et l'exécutif central, l'État, ne soient pas des relations heurtées. Parce que c'est toujours préjudiciable pour le citoyen. Parce que l'État a toujours les moyens de bloquer une collectivité territoriale. Comment faire pour que ces relations ne soient pas heurtées? Comment faire? C'est de tuer l'enjeu politique derrière ça. Une fois qu'on est élu président, par exemple, il y a la question de cette double casquette, être présent et être de parti et présent, chef de parti. Oui. Et ensuite, quand les maires accèdent à la tête des collectivités territoriales, qu'ils cessent de se voir comme maire d'un clan, un maire d'un parti. Et quand c'est heurté, ça source de blocage pour la collectivité. C'est plus préjudiciable pour la collectivité territoriale que pour l'État. Oui, parce mais que c'est l'État qui a les moyens de bras. Puisqu'on parle de Dakar encore, est-ce que le recrutement de Guy Marius Sagna et de Capitaine Touré par le maire de Dakar pourrait être, selon vous, un motif de révocation du maire Barthélémy Diaz? Est-ce que vous êtes gêné par ça? Non, moi je trouve que l'État n'a pas besoin de révoquer un maire parce qu'il a recruté. L'État peut bloquer le recrutement. Vous savez, tous les actes des collectivités territoriales, des maires, pour être exécutoires, quand ils ont une incidence financière, doivent faire l'objet d'une approbation. Sur ce cas précis, par exemple, pour recruter qui que ce soit, il faut l'approbation du préfet. Si le préfet n'approuve pas le recrutement, ça va être involontaire. Est-ce que selon vous, puisque vous êtes un expert du développement local, le maire Barthélémy Diaz a fauté ou pas? Il ne s'agit pas de dire qu'il a fauté ou il n'a pas fauté, mais si l'État peut prendre ça comme une provocation, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas qu'il a fauté. Mais l'État peut le percevoir comme une provocation et autant il y a le principe de la libre administration des collectivités territoriales, autant il y a le principe du contrôle de légalité. Le contrôle de légalité se fait a posteriori quand c'est des actes ordinaires, mais ça se fait a priori quand c'est des actes qui ont une incidence financière. On est dans quel cas de figure? Mais c'est le contrôle de légalité a priori, parce que pour que le recrutement là soit exécutoire, il faut que le préfet l'approuve. Si le préfet n'approuve pas ce recrutement là, si c'est un recrutement comme personnel, mais ça ne passe pas. Donc le recrutement de Guy Marius Sagna, pour passer, il faut que le préfet l'approuve. Si le préfet refuse de l'approuver, ça ne passe pas. C'est pour dire que ça ne sert à rien d'avoir des relations que les deux fois. L'État ne doit pas utiliser son pouvoir comme épée de Damoclès sur les maires
de la même manière, les maires aussi ne doivent pas être dans une logique de confrontation inutile avec l'État. Un mot sur la gestion des sociétés publiques. Le cas de la Poste. C'est plus catastrophique. de 180 milliards, presque 190 milliards de dettes vis-à-vis de l'État. 5000 personnes recrutées et dont un grand nombre ne travaillent pas, pour reprendre les propos du gouvernement. Mais c'est un aveu extraordinaire, un aveu scandaleux. Parce que l'État a laissé faire. Et que faut-il faire? Pourquoi il n'y a pas eu des inspections? Pourquoi attendre à jouer les sapeurs-pompiers? Je crois que l'État avait les moyens de prévenir une telle situation s'il y avait des inspections permanentes, périodiques, qui permettaient à l'État de pouvoir corriger. L'inspection générale d'État sert à quoi? On aurait dû envoyer l'inspection générale d'État depuis pour voir la situation catastrophique dans laquelle... Que faut-il faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est à la limite discuter avec les acteurs de la Poste et trouver une solution qui soit bénéfique aussi pour les agents de la Poste. Parce qu'ils sont déjà recrutés, c'est les pères de famille, etc. Et c'est pas de leur faute. Donc il faut un équilibre. Et ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est pourquoi j'ai dit. Mais il y a justement, il y a des directeurs généraux qui sont ça pose la problématique. Ça pose la problématique du mode de recrutement des directeurs généraux. C'est par le clientélisme politique. On leur fait faire la politique et ça les pousse à vouloir faire des recrutements abusifs pour entretenir les clientèles politiques. On doit, au-delà de la Poste, revoir comment les directeurs généraux sont recrutés. On doit aller vers les appels à candidature, les auditions au niveau même de l'Assemblée nationale. S'ils vont être un État beaucoup plus sérieux sur ces questions. Les rapports de l'OFNAC, en une fraction de seconde. Mais les rapports de l'OFNAC, je suis désolé de le dire, l'OFNAC, si l'OFNAC n'a pas les moyens de répression, si l'OFNAC n'a pas les moyens de suivi de ces dossiers, à quoi ça sert de faire des rapports? Sinon, que ça dort dans les tiroirs. Je crois qu'il faut réformer... L'OFNAC qui demande d'ailleurs plus de pouvoir. Oui, il faut réformer l'OFNAC au point que l'OFNAC puisse, quand il envoie un dossier au procureur, que le procureur soit tenu de le faire. D'ouvrir une information judiciaire. Des réformes que préconise l'OFNAC. Oui, il y a des réformes. Il faut que, pour que l'OFNAC serve à quelque chose, il faut réformer l'OFNAC. Parallèlement, la CREI est presque tombée en désuétude. Cela fait longtemps. Oui, quand c'est un, entre guillemets, machin qui était, disons, restitué juste pour régler des comptes politiques, on ne s'étonne pas que ça tombe dans la désuétude. Le budget qui connaît une loi de finances rectificative, parce qu'il y a plus de 350 milliards, qui sont venus s'ajouter au budget qui avait été déjà voté. Vous surveillez beaucoup les questions de suivi budgétaire, de transparence budgétaire. Est-ce que nous avons ce qu'il faut au Sénégal en ce qui concerne la gestion de notre budget? Je pense que aussi, si je me souviens, les premiers budgets du Sénégal, c'était 19 milliards du temps de Senghor. Avec 16 millions de fonctionnement, 16 milliards de fonctionnement et uniquement 3 milliards d'investissement. Aujourd'hui, on est à 4 000 milliards. Non, plus de 5 000 milliards. Presque. Oui, maintenant, global. Plus de 5 000 milliards. Alors, aujourd'hui, on peine à régler le panier de la ménagère, comme on dit. C'est-à-dire qu'on pose la problématique de l'efficacité de la dépense publique. Ce n'est pas le montant du budget qui compte, c'est l'utilisation qu'on fait du budget qui compte. Une personne peut gagner 5 millions par mois et ne pas bien entretenir sa famille, pendant que la personne qui gagne 1 million entretient bien sa famille. Tout dépend de comment elle utilise son argent. Il y a quand même 100 milliards qui sont venus s'ajouter au budget et qui sont justifiés par une hausse des salaires des enseignants. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est l'efficacité de la dépense publique qu'il faut poser aujourd'hui. On n'a pas de problème de mobilisation des ressources. Machallah, nous avons pu même résorber le déficit et autres. Donc les agents du ministère sont à féliciter. Mais le problème, ça va au-delà du montant du budget. Faire plus d'investissements, répondre et encourager au pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est ça. Que de faire du fonctionnement. Parce que la preuve, heureusement que pour les prochaines années par rapport au pétrole et au gaz, il y a une loi qui définit clairement comment répartir les ressources tirées du pétrole et du gaz. On ne peut pas vivre que de fonctionnement. Il faut faire en sorte que, par exemple, le secteur privé puisse
dans le secteur, qu'on puisse avoir des champions qui puissent booster notre économie, créer de la richesse, de la valeur ajoutée, afin que, qu'on puisse résorber le chômage et investir dans d'autres créneaux qui permettent à ce que les Sénégalais puissent vivre décemment. Merci. Vivre décemment. Moundiaye Cissé était l'invité de ce jury du dimanche. Il est le président de l'ONG 3D, mais également coordonnateur des organisations de la société civile pour les élections, entre autres fonctions qu'il occupe. Mahmoud Ibra Kane pour présenter le jury du dimanche. Babacar Ndiaye et toute son équipe technique à la réalisation. Babacar Fall au texte et Abdoulaye Silla à la photo pour le site immedia.sn. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Fatima Taba, merci de nous avoir écoutés et regardés. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.